Il n'est pas là pour caresser délicatement les idées reçues, ni les esprits mollement éveillés. Marc Boilard questionne, dérange et gratte là où ça fait mal. Alors, une des sections que j'aime le plus parler, vous le savez, parce que j'aime la pratiquer, c'est l'art subtil d'aller au cinéma. Et je suis avec Maxime Demers, entre autres, critique de cinéma au Journal de Montréal. Max, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Oui. Alors, tu nous appelles déjà, je me régale déjà, 3 films qui s'en viennent. Parce que si tu me dis, je vais te parler d'un film qui est là, je l'ai vu, parce que c'est une maladie, je t'entends réel. Puis d'ailleurs, Cybèle qui est allée voir un film qu'elle m'a même pas dit quel est son résultat. C'est le nouveau Jurassic Park. On va en parler après, mais je vais entendre ce qu'elle a à dire parce que moi aussi, je vais faire ma petite critique. OK, tu l'as vu. Oui. C'est que là, je t'écoute. Tu veux me parler de Menteuse, nouveau film québécois, le Superman qui soulève la polémique, Denis Villeneuve qui va lancer. Alors là, on va commencer avec Denis Villeneuve. Il annonce qu'il va faire un James Bond, mais il démarre la production. Écoute, c'est pas un film genre qu'on fait dans le sol pour le réveillon. Non. C'est Dune 3. OK. La leçon à retenir là-dedans, là, c'est que James Bond, là, on a tous hâte de voir son film, là, mais c'est pas pour tout de suite. Là. Parce que là, c'est ça que j'ignorais, pour vrai. Oui, c'est ça. C'est pas pour tout de suite du tout. Mais c'est réglé. C'est réglé, mais pas tout est réglé. Il n'y a pas encore l'acteur qui va jouer James Bond. Non, mais en voulant dire, il va le réaliser. C'est un contrat signé. C'est contrat signé. Mais ça peut être dans 5 ans. D'après ce que j'ai lu, il a signé pour un film. Mais il y a une possibilité d'en faire d'autres, j'imagine, si ça se passe bien. Donc, mais il n'y a pas encore de scénariste pour le film. Il n'y a pas encore l'acteur qui va jouer le rôle. On sent dans tes yeux un peu d'envie. Là. Je vois que t'es pas loin d'envoyer ton CV. Non, pour le scénario. Pourquoi il hésiterait, Sybèle? Tu veux pas le croire? Non, mais absolument. Je connais bien Denis. J'espère que tu as un bon accent british. Oui, c'est ça. Mais bref, à mon avis, 2028, la sortie. OK. Ouais, tournage 2027, parce que là, il tourne donc Dune 3. Oui. Qui va sortir. Mais c'est toujours bien 2 ans au moins tourner ça? 1 an, mais le montage après, c'est une bonne année là, de post-production. Mais tu penses que tu peux partir un autre film pendant ce temps-là? Ça n'a aucun sens. Non. Je pense qu'il va boucler Dune avant d'embarquer. Mais tu sais, pendant ce temps-là, le scénario de James Bond va s'écrire. Oui, c'est vrai. Il y a de la pré-prod qui se fait. Le scénario de James Bond va s'écrire sans lui, ou il va peut-être donner son avis et tout. Mais... Puis après ça, quand il va avoir bouclé et sorti Dune est prévu pour décembre 2026. OK. À ce moment-là, ils vont embarquer probablement... OK, on passe à Bond. Donc, probablement tournage en 2027, quelque chose comme ça. C'est pareil d'avoir un planning de même pour quelque chose d'aussi spectaculaire. Non, mais quand on y pense... Il y en a d'autres en plus. Là, il y avait un film sur Cléopâtre. Il y avait comme un paquet de projets qui sont probablement comme mis sur les tablettes pour l'instant. Là. OK. Fait que je pense qu'il est occupé pour les prochaines années. T'as dit, je le connais. Tu le connais perso, le gars? Dans le temps, parce qu'il était ici avec toutes sortes de... Il n'est pas parti à Hollywood, là, comme on dit. J'ai rencontré... il a un chic type. Hein? Oui, c'est ça. Oui, il est très gentil. Là. En fait, c'est quelqu'un de très bien. Il se souvient toujours des journalistes. Il se souvient des journalistes avec qui il a fait ses premières entrevues. Moi, je me rappelle, je l'avais rencontré à Cannes. Il est allé présenter un court-métrage qui s'appelait Next Floor, autour de 2008. Puis, c'est ça. À ce moment-là, il revenait au cinéma parce qu'il avait fait une pause du cinéma après ses 2 premiers longs-métrages. Il avait fait de la pub, il s'était concentré sur autre chose. Puis là, à ce moment-là, je l'avais rencontré, puis on avait passé 1 heure ensemble. C'était dans le temps où il y avait plus de temps. Là, il n'y a plus ce temps-là. Il habite où précisément? Il habite à Montréal. À Montréal. Ça fait qu'en tournage, évidemment, comme on dit on location. Et Exactement. sinon, le gars, il n'a jamais déménagé à Los Angeles ni rien. Il se promène souvent dans le coin. Hein? Il y a peut-être un pied à terre. Ouais, je le vois souvent sur Laurier. Dans des restaurants. Mont-Royal. Dans des restaurants de Montréal. Okay. Il y a peut-être un pied à terre à Los Angeles. Là. Mais s'il y a les moyens. Mais il n'arrête pas de le répéter, sa maison, c'est Montréal. OK. Ouais, puis il aime bien Montréal, il tripe sur Montréal, c'est ça, c'est chez lui. Bon, alors maintenant, outre ça, tu veux me parler de, Menteuse que j'ai pas vue. Menteuse qui pourtant, sort aujourd'hui, qui est à l'affiche aujourd'hui même. T'es pas en retard, Marc, c'est beau. Non, mais il y a tellement eu de promos que je croyais vraiment que... Tant que ça? Je te jure, je trouve qu'il y a énormément de promos. C'est énorme, c'est énorme pour un film québécois. Avant, Cybèle, tu le sais, quand tu vas chez Cinéplex, le message qui dit « Hey, éteignez vos cellulaires », c'est les 2 acteurs. C'est Antoine Bertrand et Anne-Élisabeth Bossé qui font... Le petit scénario qui est très rigolo, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on en parlait cet hiver, même. Oui, non, il y a de la promo à l'américaine. Même les employés des cinémas ont des T-shirts ou des casquettes menteuses. On voit ça pour les gros films américains, d'habitude, là. Donc, je pense que ça pourrait marcher. C'est super efficace comme film. Je ne sais pas si vous aviez vu le premier. Non, j'ai pas vu. Menteur, qui était très drôle. Ouais. C'est le même genre.
c'est la même affaire, c'est la même recette revisitée, sauf que cette fois-ci, le personnage principal, c'est Anne-Élisabeth Bossé et non Louis-José Hood, qui n'est pas dans le deuxième. Ouais. Antoine Bertrand, toujours aussi drôle. Fait que ça, c'est un peu la mécanique Liar, Liar, là. C'est différent de Liar, Liar. C'est un petit peu le même concept des mensonges, mais là, c'est vraiment des mensonges qui deviennent réalité. C'est ça. Ce qui est dit pour s'en sortir, genre, finalement, j'ai fait un accident. C'est pas vrai. Ouais. L'accident devient finalement vrai. Ça, Louis-José Hood, c'était ça. Oui. Là, elle a fait des mensonges très différents. Elle a fait des mensonges blancs. C'est-à-dire, ce qu'elle fait, c'est que si tu lui dis que je perds mes cheveux, par exemple, elle va te dire « Mais non, tu perds pas tes cheveux. Non, ça paraît okay, pas. » Elle amenuise les trucs. Elle rassure les gens en leur disant ce qu'ils veulent entendre. Okay. Donc, tu sais, elle va dire, mettons, à sa mère qui est déprimée que son mari l'aime encore puis veut la reconquérir. Fait que là, quand tous ces mensonges vont devenir réalité, ben là, elle va penser que son mari veut la reconquérir. Fait que c'est des petits mensonges, mais qui, accumulés les uns par-dessus les autres, créent une espèce de multivers, univers parallèle un peu spécial. Et c'est très drôle, là. C'est des répliques savoureuses. Tu me fais penser à quelque chose. Vas-y. Puis ça te concerne directement. Vas-y. Te souviens-tu de la lettre de René Richard Cyr qui disait « Ça n'a pas de sens de donner des cotes numériques, des notes sur 7. » Tu te souviens de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Sur 7. Je vais préciser pour ceux qui nous écoutent. Okay. C'est que dans la presse ou ailleurs, je ne sais pas si tes chroniques... Là... Nous, c'est des étoiles. Nous, c'est la vieille formule des étoiles sur 5. OK. Puis à la presse, c'est sur 10. Depuis 2 ans à peu près. Exactement. C'est assez nouveau. Puis René Richard Cyr avait écrit... T'es au courant, Sybelle, de ça? Il avait écrit une lettre disant « Moi, j'en reviens pas qu'une pièce de théâtre, un film, d'ici ou d'ailleurs, on résume ça avec des vulgaires chiffres ou whatever. C'est plus... T'as le droit à ta critique, mais... De ramener ça. Ouais, alors c'était son point de vue. Mais je pense qu'il s'en prenait, à la nouvelle formule de la presse, mais il s'en prenait aux notes en général, absolument, à mon avis. Absolument. Et je pense ce qu'il avait dérangé aussi, puis depuis, la presse a changé ça un peu, là, c'est qu'au moment où ils ont commencé ça, ils mettaient les notes en haut, là, c'est-à-dire au début de l'article, tu avais la note qui apparaissait dès le début. Okay. Puis là, ils disaient, là, les gens vont juste regarder la note. C'est assez, genre, c'est okay. ça, c'est 7 sur 10. Si la note n'est pas en bas du texte, les gens vont juste... Fait que, je comprends son point que c'est réduire une œuvre à une note. Puis là, lui, il comparait ça aussi aux notes de classe, de travaux scolaires. Là. Je peux comprendre ce point-là. Cela dit, moi, je pense que les gens aiment beaucoup ça quand même, que c'est pas parfait, là, ce système-là. Là. Nous, quand on donne les notes, des fois, on se dit, bon, est-ce que je donne une demi-étoile de plus? Est-ce que je donne une étoile? Est-ce que j'en donne 2? En plus, c'est qu'on le ventile pas. Tu sais, comme quand tu fais une note, un avis Google, t'as l'ambiance, c'est comme si là, t'es obligé de résumer, mais c'est-tu la réal qui mérite ça plus que le jeu des acteurs? Mais en même temps, je sais pas si le parallèle est bon, mais sur Rotten Tomatoes, mettons, il y a tellement de gens qui se fient là-dessus avant de choisir un film, qui comparent les notes des deux. Donc, je pense que les gens, quand même, se fient à ça d'une certaine manière pour... Énorme. Moi, je comprends que ça peut être irritant, mais je suis obligé de dire... Parce qu'il faut revenir au fondement de ta job. Ta job, c'est pas pour l'équipe cinématographique. Absolument ta job, pas. c'est pour moi qui regarde ça, puis Max, il dit que c'est bon, je pense que je vais... Non, mais... Je suis d'accord avec ça. Tu le comprends? Je suis d'accord avec ça. Mais le problème là-dedans, c'est qu'il y a quand même des nuances qui sont apportées dans les textes. Puis, la critique demeure tout aussi essentielle. Non, mais les gens, peut-être qu'ils ne lisent pas nécessairement. OK, mais je veux dire, si ça fait... ça fait drôle de dire œuvre utile... Ben, c'est dur de dire que ça devrait pas avoir lieu. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Puis de toute façon, les notes, j'aime ça. Puis je pense que c'est important. Puis moi, j'adore ça. J'aime ça les regarder. Je veux juste dire, tu comprends son point de vue, moi aussi. Je comprends son point de vue, exactement. Puis Rotten Tomatoes, c'est comme une espèce de compilation aussi. C'est un agrégateur, donc... de critiques. De critiques. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent la moyenne des critiques, puis ils évaluent selon les notes, selon les commentaires. Ça correspond à peu près à quoi sur un pourcentage sur 100%. Ça, c'est peut-être pas très, très précis, là, mais ça donne quand même une bonne idée. C'est comme les sondages. Là, à la rigueur, on pourrait tout arrêter ça dans le monde. Mais c'est génial, puis ça permet aux gens quand même de... Moi, j'ai rien contre ça. Mais je peux comprendre son point de vue, puis il n'est pas le seul à penser comme ça. Il y a beaucoup d'artistes qui trouvent que ça n'a pas d'allure, puis pourquoi faire des notes, pourquoi ne pas juste écrire une critique. T'sais. Et les gens qui n'ont pas, après ça, peut-être la curiosité d'aller au-delà de ce qu'ils ont vu avec la note, là, ça empêche un certain public ou retient un certain public d'aller découvrir peut-être l'œuvre. Je peux comprendre la critique en tout cas, moi, j'utilise énormément IMDb, qui est
aucune critique ou presque. C'est des gens. Les gens. Absolument. Ouais, et c'est très rare que ça se trompe, je vais te dire. C'est rare en tabarouette. Il y a une catégorie plus sensible. Ça, je suis heureux que tu sois là pour voir. Ouais, vas-y. Il y a une catégorie où des fois, je fais comme c'est extraordinaire, je m'en vais, puis je vois 4,7 sur 10. C'est les films d'horreur. Ah oui, les gens sont très sévères. Oui, tellement plus que moi. Moi, je suis un gros fan de films d'horreur. Je suis un enthousiaste de nature. Je suis un peu chien fou, mais là, c'est des geeks. Plus ça. Que les autres. Non, mais même en science-fiction, je ne retrouve pas ça. Non, c'est vrai. Ils sont très... ils savent ce qu'ils veulent. Ils veulent que ça soit très... Ils veulent que ça soit très... hard, là, que ça soit très dur, très épeurant. C'est pas un prérequis nécessaire. Non, mais c'est ça. Mais pour le grand public, mais eux, c'est ce public-là précis, aime ça, des films d'horreur, des vrais films d'horreur. Connaissais-tu ça, Sybelle? IMDb? Oui, je connais ça, mais c'est Internet... Attends, IM? C'est un outil. IMDb, c'est Internet Movie Database. Voilà, Internet Movie Database. OK, IMDb, c'est une application ou un site web. Allez-y, franchement, vous allez voir. Puis vraiment, si des fois tu dis, j'y vais ou pas, ou même là, tu regardes, mettons, là, sur Illico+. Tu regardes tes séries, whatever. Tout est là, hein? Tout est là. Puis tu te dis, je la pars-tu, cette série-là, ou pas? T'as le choix entre 4. Mais je pourrais le tester parce que... Tu t'en vas voir, puis je te jure, c'est rare que tu te trompes. C'est pas compliqué, mais te le dire. Au-dessus de 6 sur 10, tu te tromperas jamais. OK, ben tu vois, j'ai le même principe, mais avec Rotten Tomatoes, tu me disais que c'est moins précis. Mais moi, tu sais, quand les deux, en fait, parce que tu sais, il y a la note des gens qui sont sur le site, puis la note des critiques, le public. C'est ça. Fait que c'est divisé entre les deux. Moi, si les deux sont au-dessus de 80, ou il y en a un des deux qui est un peu, moi, j'y vais, puis à chaque fois, ça fonctionne. Au-dessus de 80, même, en bas de ça, ça reste très bon. Là. Ben, ça peut, puis je vais pas nécessairement pas le faire, mais mettons que je me cherche un film un soir, puis je suis pas sûre, puis j'en passe plein. C'est certain que c'est une valeur. Tu as raison. Voilà. Il y a aussi Metacritic qui est intéressant. Okay, c'est le même genre que Rotten Tomatoes, puis il y a aussi des séries télé là-dessus aussi. Puis eux, ils se basent plus sur des médias... plus de références. Rotten Tomatoes, ils mélangent aussi avec des blogs. C'est pas que dans la presse. C'est ça, exactement. Voilà, okay. Alors, Metacritic, c'est intéressant aussi. Alors, Superman, tu me dis qu'il y a une polémique autour de Superman. Ouais, c'est spécial. Le nouveau, bien entendu, qui s'en vient. Là. Évidemment, c'est ça. C'est le réalisateur qui s'appelle James Gunn, qui a fait une entrevue la semaine passée avec le Times à Londres. Puis il a dit que pour lui, l'histoire de James Bond, c'est l'histoire... Bond ou Superman? Superman, excuse-moi. James Gunn, Superman. Oui. Non, puis il a dit que Superman, pour lui, était un immigrant. C'est-à-dire que c'est le destin d'une personne, évidemment, dans ce cas-ci, il vient de la planète Krypton, là, mais qui vient s'installer aux États-Unis pour une vie meilleure. Et là, les conservateurs américains, les gens de Fox News, n'ont pas aimé ça. Ils ont traité le film de woke en disant que c'était super woke. Super woke, c'est hot, t'en prenais un. Ils ont rebaptisé c'est ton le film. calibre de jeu de mots. C'est ça, super woke, en disant qu'on n'a pas vraiment besoin de se faire dire une leçon. On veut pas comme... donc, ça crée une controverse. Il a été obligé de réagir à ça à la première du film lundi. Il a dit que pour lui, les gens comprennent le film comme ils veulent et tout. Donc, ça fait jaser pas mal. Je pense pas que ça va nuire au succès du film. Il y a des gens, des conservateurs qui essaient de décourager les gens de ne pas aller le voir, mais on parle déjà de potentiellement de 200 millions pour le premier week-end au box-office. Là. Le film sort vendredi. Donc, je pense pas que ça va nuire au succès. Je pense que ça va être un méga succès, mais... C'est pas la première fois. En tout cas, la bande-annonce, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi spectaculaire en termes d'effets. Non, c'est ça. C'est hallucinant. Mais tu sais, je pense que dans le fond, ça va déranger si dans l'histoire et dans la trame narrative, il essaye d'enfoncer les idées woke un petit peu, là, un peu comme Disney, mettons. Ouais, mais Disney, ça, c'est une autre histoire. Complètement. Blanche-Neige, ça, c'est une autre chose. Oui. Là, on est vraiment là. Dans ce cas-ci, c'est vraiment, lui, la façon qu'il interprète l'histoire. Je pense pas que ça soit le cas. Il est arrivé quelque chose de similaire avec Captain America aussi, là, qui est sorti l'hiver passé. Là. Il y avait, l'acteur avait dit que pour lui, Captain America ne représentait pas l'Amérique actuelle. Ça avait fait tout un tollé. Il y avait encore les mêmes commentateurs de Fox News s'étaient offusqués. Ah ouais, les mêmes, tu me niaises. J'en reviens pas. Toujours les mêmes. Donc, il y en a une, entre autres, je ne me rappelle pas de son nom, mais c'est comme une ancienne dirigeante de campagne de Donald Trump. OK. Ouais. Mais en même temps, tu sais quoi? J'en reviens pas même que ça soit polémique d'un bord ou de l'autre. Absolument. Mettons, moi, je fais comme « Ah, je suis pas content que Blanche-Neige, ça doit pas être ça. » Ouais, t'as le droit. Là. C'est tout. Puis là, l'autre qui dit « T'as pas le droit d'écrire le film de même. » Non, j'ai le droit de l'écrire comme je veux. Hey, elle m'a donné un de mes amis, quand le Joker est sorti, il me dit « J'irai pas voir ça, le Joker, pas de Batman. » mais ça, c'est autre chose. Le film Joker. Oui, ça, c'est parce que tu vas chercher dans
dans le corps du téléspectateur qui s'attend à l'histoire de base. Il n'y a pas de Statan, c'est de la fiction. Il n'y a pas de Statan. Oui, mais si c'est de la fiction, alors pourquoi... Il n'y a pas de Statan. Ouais. Mais si c'est de la fiction, alors pourquoi s'arrimer à un courant social, dont le wokisme? C'est de la culture, c'est de la culture. Oui, pourquoi? C'est ça que les gens... Pourquoi et pourquoi pas? Ouais, c'est ça le point. Non, mais j'en viens pas que... Pourquoi pas réécrire des œuvres de façon... On s'en cogne, puis après ça, celle d'après, elle va être archi-conservatrice. Totalement d'accord. Blanche-Neige, j'ai un petit peu de misère avec ça, mais je comprends que... Pourquoi pas? Pourquoi on essaie C'est une proposition parmi d'autres. C'est comme si c'était sacré. Ouais. Je veux dire, c'est un cartoon. Là. Je comprends que ça a eu beaucoup de succès, Vive Walt Disney, mais il faudra en tout cas. Mais très intéressant, Maxime Demers du Journal de Montréal. Parfait. Tu reviens parler de cinéma quand tu veux. Parfait. Moi, c'est tous les jours. On m'a dit que t'étais pas... Je voulais entendre parler de ScreenX, là, mais ça sera une autre fois. Excuse-moi! Regarde, on va prendre un 2 minutes. Non. Oui, ben oui. Moi, j'ai jamais expérimenté. Super intéressant. Ouais. OK, alors je vous mets en contexte. Je suis allée voir Jurassic Park avec mon collègue Fred Bastien. C'est quoi, j'allais dire son surnom? Dans le doute, Bastien. Dans le doute, Bastien. Donc, on est allé voir Jurassic Park, que j'ai bien aimé. L'histoire est bonne. Moi aussi, j'ai adoré ça. Les nouveaux dinosaures, j'ai trouvé ça le fun de voir la mutation. En fait, c'est ça l'histoire de base. Mais là, c'est ScreenX. Donc, on se retrouve face à l'écran normal, mais les côtés de la salle sont aussi parfois utilisés pour faire un effet presque 360. OK? C'était la deuxième fois que j'y allais. C'était la deuxième chance. Pas toujours. OK. Écoute, moi, les 2 fois, j'ai été déçue. Pourquoi? 2 raisons. Premièrement, la qualité de la projection sur les côtés versus la projection en face, c'est vraiment pas complètement différente. C'est pas les mêmes couleurs, c'est pas le même grain. Alors, déjà là, tu te retrouves à avoir de la qualité différente. Contrairement à ce qu'on voit à l'écran. Exactement. C'est ta raison. Alors ça, c'est très gossant. Deuxièmement, et c'est mon collègue Fred qui me fait remarquer, les écrans s'allument à un moment de tension, donc tu sais, t'es averti d'un punch qui s'en vient ou d'une situation, donc t'es préparé à ce qui s'en vient, et ça, c'est plate, parce que t'as le goût de te faire surprendre, et ça enlève un élément de surprise, et vraiment, les billets sont 24,50. Oui. C'est beaucoup plus cher. Pour ça, franchement, j'ai été déçue. Max, c'est rendu 25-26 $. Ouais, j'ai été déçue, mais Jurassic Park, c'était un très bon film. Oui, c'était drôle. AVX, c'est-à-dire encore plus gros écran et plus de son, c'est très, très bon, mais ScreenX, c'est avec, comme tu dis, il y a des projections sur les murs. Oui. C'est pas une expérience si agréable que ça. Moi, je souscris à ce que c'est pour faire de l'argent. Moi, par contre, IMAX, c'est le seul que j'approuve, là, c'est IMAX. Parce que IMAX, c'est vraiment une technologie qui a été développée pour ces écrans-là. De la caméra jusqu'à l'écran. Exactement. F1, par exemple, qui est sorti récemment en IMAX. Je l'ai vu 2 fois. Ça vaut vraiment la peine. 2 fois déjà. Ben oui. En IMAX? Oui. Ça vaut la peine. C'est malade. Ça vaut la peine. Puis, justement, pour revenir à Denis Villeneuve, il va tourner Dune 3 complètement en grande partie en IMAX, avec des caméras spécifiques pour IMAX. Puis ça fait une différence. Ah oui. Mais là, ces patentes-là, comme tu parles, là, ça, c'est vraiment juste pour faire un petit peu plus d'argent. Peut-être petite critique de Jurassic Park, maintenant que j'y pense. J'aurais voulu un petit peu plus de tension et d'attaque de dinosaures. Voyons, c'est juste ça. Oui, mais c'est parce qu'il attaque toujours un peu, mais tout le monde s'en sort quand même, je trouve, vraiment très bien. Parce que si après 15 minutes, il n'y a plus d'acteurs, on fait quoi, Madame Non, Labelle? c'est vrai, je comprends, mais je suis pas d'accord, sérieux. Ah ouais, toi, tu trouves qu'il y en avait... Ton point non, mais est tout à fait valable. On peut ne pas s'entendre. Exactement, mais j'ai trouvé qu'au contraire, c'était un film qui avait ça, là, genre 5-6 fois. Moi, le gros tyrannosaure qui se réveille sur le bord de la rivière avec le canot pneumatique, qui roule. J'ai trouvé ça là, extraordinaire. C'est comme... Tabarouette et... Ah non, en tout cas, bref, moi... Mais les deux ont dit d'aller le voir. Là-dessus, on s'entend. C'est clair. Belle expérience. Vous me donnez le goût parce que je ne l'ai pas encore vu. Donc, je vais aller le voir. Toi, Maxime Demers, critique de cinéma? On se partage quand même les tâches. Hein. C'est ma collègue Isabelle. Isabelle. T'es supposé à titre perso. Il dit, je m'en fous. Ben là, c'est Maxime Demers, je le connais. En fin de semaine, j'y vais. Ben bravo. Ouais. Salut à tous, à tantôt. Merci.